Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons donc quelques semaines après la séance de questions-réponses qui a eu lieu ici même au début de l'été, au printemps. Il faisait chaud, il pleuvait, je pense, avec la même météo aujourd'hui. Bienvenue donc à cette séance d'audition des opinions au sujet de la requalification du 4500 rue Hochelaga. La séance, comme vous le savez, se déroulera en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you will be welcome to do so. Je me nomme Jean-François Tuot. La présidente de l'Office, Mme Isabelle Beaulieu, m'a confié la présidence de cette commission et je suis assisté de M. Bruno Bergeron, mon collègue à ma droite, qui est également commissaire. Donc, c'est une commission à deux commissaires et nous sommes appuyés dans nos travaux par un analyste, Simon Cloutier-Cyr, qui est assis à la table ici à ma droite. Au nom de mes collègues de l'Office, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation. Un total de 5 personnes citoyennes et de représentants d'organismes ont manifesté le désir de présenter ce soir oralement un mémoire devant la Commission et nous allons les entendre. Bien entendu, d'autres personnes et d'autres organismes se sont également exprimés dans le cadre de mémoire. Ils n'ont pas souhaité le présenter oralement. Néanmoins, évidemment, ces opinions seront rendues disponibles sur notre site Web. Et les opinions qui seront présentées ce soir oralement vont donc s'ajouter aux interventions qui nous ont été soumises par écrit, de même qu'aux opinions qui ont été exprimées directement sur la page Web de la consultation, et ça depuis plusieurs semaines déjà. Et je pense que c'est utile de le rappeler, toute la documentation pertinente à cette commission est disponible en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, sur le site Web de l'Office, à la page de consultation. Vous allez également, pour ceux et celles qui le souhaitent, trouver un cartable qui est disponible à la table d'accueil. Maintenant, pour le déroulement de la soirée. Comme je l'ai mentionné, nous allons entendre 5 interventions. Chaque personne intervenante dispose d'une période de 10 minutes pour exposer son opinion, après quoi les commissaires disposeront eux aussi de 10 minutes pour échanger avec eux. Je rappelle que mon collègue Bruno et moi-même, on a pris connaissance de toutes les opinions et de tous les mémoires, donc nous les avons lus et lors de votre exposé, évidemment, évitez de relire tout le mémoire, allez à l'essentiel, d'autant plus que nous allons être assez fermes sur la gestion du temps par respect pour tous les intervenants. Une fois la séance d'audition d'opinion terminée, les archives vidéo, audio des échanges avec les commissaires, ainsi que les transcriptions écrites seront mises en ligne sur le site Web dans les plus brefs délais. Comme il est de coutume en matière de consultation publique, c'est pour une raison ou une autre des inexactitudes se glissaient dans les interventions, eh bien, les représentants du promoteur et de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sont avec nous ce soir. Ils pourront user à la toute fin de leur droit de rectification, donc dès ce soir à la fin de la séance, ou encore dans les 48 heures suivant l'envoi des fichiers vidéo de présentation. Et dans ce dernier cas, les rectifications seront écrites et rendues disponibles sur le site Web de l'Office à la page de consultation. Enfin, comme vous le savez déjà, la Commission tient à ce que le climat de nos échanges demeure serein. Les propos malveillants ou encore les interventions portant atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation des personnes sont irrecevables. À la suite de la séance de ce soir, donc de la séance d'audition des opinions, la Commission procédera à l'analyse de l'ensemble de l'information qui nous a été soumise. Nous en ferons rapport et nous formulerons nos recommandations. La présidente de l'OCPM
soumettra le rapport au Conseil municipal de la Ville de Montréal, rapport qui sera rendu public 2 semaines plus tard. Et je rappelle que nos rapports, tous les rapports de l'Office, ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux personnes élues. Alors, j'inviterai maintenant Monsieur Martin Saint-Georges de la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve à s'asseoir pour prendre la parole. Bonjour, bonjour Monsieur Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Donc, je comprends que vous êtes seul pour représenter votre organisme. Vous le savez maintenant, vous disposez de 10 minutes. Et ensuite, nous allons, Bruno et moi, disposer de 10 minutes pour vous poser des questions. Vous avez une présentation PowerPoint? Non. Non, non plus. Donc, ce n'est qu'une déclaration orale. Parfait. Alors, vous pouvez débuter. Nous allons vous écouter. Avant de débuter la présentation, j'aimerais remercier finalement les gens de la table de quartier. Je me présente, Martin Saint-Georges, je suis organisateur communautaire au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je suis rattaché au CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve et dans mon travail, je travaille en collaboration avec la table de quartier, naturellement. La table de quartier est l'endroit où un comité réfléchit sur le cadre bâti, la construction de logements. Vous allez pouvoir retrouver dans ce mémoire qu'il y a une longue tradition de concertation et d'échange dans cette instance de concertation-là. En fait, le groupe technique de ressources techniques Bâtir son quartier est la succession d'une fusion de groupes de ressources techniques, dont un originait d'Hochelaga-Maisonneuve. Donc, on est vraiment... Ça fait longtemps, finalement, qu'il y a de la concertation autour du développement de logement social dans le quartier. Et la table de quartier a joué un rôle important dans cette concertation-là. Donc, une fois qu'on a bien situé les acteurs, la table de quartier, c'est un regroupement d'acteurs tant de corporations privées, mais surtout d'organismes communautaires et de citoyens qui se réunissent pour échanger sur les différents défis et les différentes problématiques qui existent dans le quartier. Donc, nous sommes aux premières loges de ceux qui, au quotidien, luttent contre la pauvreté et sont en accompagnement des populations vulnérables. Notre mémoire, essentiellement, je n'en ferai pas une lecture exhaustive puisque je sais qu'on a déposé notre mémoire et que les gens ont eu déjà finalement la chance de le parcourir. Rapidement, nous avons élaboré ce mémoire-là vraiment en réaction finalement au déclenchement des audiences publiques. Donc, je souhaite mentionner que le temps de rédaction, ça a été l'été, hein? On a commencé, dans le fond, les premières audiences, c'était le 2 juin. Et donc, c'est au cours de l'été que le processus a été mené à la table pour lequel on a convié, à travers différentes rencontres de notre comité, les gens qui avaient un intérêt à échanger sur ce projet-là. Puis, on a parlé avec eux, finalement, du projet et des impacts du projet qu'on pouvait voir potentiellement sur le quartier. Je fais rapidement. En fait, il faut bien saisir le contexte et le quartier dans lequel le projet se déploie. Nous, notre travail, c'est justement la lutte à la pauvreté et dans ce sens-là, afin de favoriser les échanges entre les membres et avec les partenaires, la table de quartier a produit un portrait, finalement, du quartier dans lequel on peut identifier un certain nombre de caractéristiques. J'attire votre attention d'emblée sur une des caractéristiques qui se retrouvent au sujet de la population d'Hochelaga-Maisonneuve. On dit que 28,7 % des ménages dans le quartier vivent en situation de faible revenu. On dit aussi que 74,3 % des ménages sont locataires. Il y a une baisse par rapport à 2006, mais on est quand même dans des chiffres relativement élevés.
En terminant, l'espérance de vie de la population. Quand on pose un regard sur le quartier Hochelaga-Maisonneuve et qu'on compare l'espérance de vie avec l'espérance de vie à Montréal, on a déjà un écart négatif pour Hochelaga-Maisonneuve de 6,1 années. Donc, les gens, en moyenne, vivent moins longtemps dans le quartier et ça a naturellement toutes sortes d'impacts aussi. On ne se perdra pas dans les différentes conjonctures qui pourraient expliquer finalement cette situation-là. Vous savez, la pauvreté, c'est aussi un phénomène multiple, puis les inégalités sociales, c'est aussi, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces écarts-là. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier, par contre, c'est qu'elles sont là. Et l'écart de 6 ans qui existe entre la population d'Hochelaga et le reste de Montréal, il est là. Donc, voilà le portrait dans lequel, finalement, le projet va se déployer. Dans les conversations, il y a 3 grands points essentiellement, je vais rapidement. Issus, finalement, de nos échanges, 3 grands points ressortent. L'impact du projet sur les besoins criants en logement dans le quartier, le rôle du communautaire et son implication dans le logement social, et les caractéristiques du projet et les défis de cohabitation dans le quartier. Essentiellement et rapidement, le projet ne donnera pas les moyens de changer les choses concernant les besoins criants en logement dans le quartier. Ce qu'on veut dire, c'est qu'à la hauteur, finalement, de la portion de logement social inclus dans le quartier, la réaction des groupes lorsqu'ils regardent le projet, c'est qu'ils nous disent « Ouais, mais ça, c'est pas assez pour changer les choses. » OK? Et donc, dans ce sens-là, on observe un déficit. Il y a même on questionnait même, finalement, l'idée même de abordable à l'intérieur du projet, puisque, étant donné, finalement, le niveau de faible revenu, on constatait un écart d'environ 500 $ entre le logement pour 2 chambres moyen dans Hochelaga-Maisonneuve et le logement, 2 chambres dans le projet, était 500 $ de plus. Donc, en moyenne, on était à 1050 quelques dollars dans Hochelaga, puis dans le projet, on est à 1500. C'est seulement pour illustrer le type de saut au niveau de l'écart. Il ne s'agit pas de quelques points de pourcentage, mais bien 500 $ de plus quand on parle de 1000, donc c'est 50 %. On voulait situer ça. Et dans ce sens-là, on se demande abordable pour qui? Peut-être que pour quelqu'un de Vancouver où le prix des loyers est déjà astronomique, ce logement-là serait extrêmement abordable, ou à Toronto. Mais ici, dans la réalité qu'on a actuellement, ce abordable-là, il n'est pas abordable pour la population ici. La proportion de logement social à l'intérieur du projet nous apparaissait donc comme étant trop faible pour arriver à changer les choses, et le logement abordable aussi. Le deuxième point, c'est que la table a souligné, et les membres ont souligné leur volonté de participer et de s'inscrire par le volet, par le lien qu'on a avec le GRT, dans les discussions avec le promoteur pour déterminer finalement où être un lieu d'échange pour déterminer avec la communauté et le promoteur le type, la tenue, finalement, quelle sera? Est-ce qu'on aura un OBNL? Est-ce qu'on aura une coop d'habitation? Dans ce sens-là, on espère pouvoir jouer un rôle à l'intérieur de ça, puis faciliter finalement une prise de décision. Et en terminant, la caractéristique de cohabitation du projet. Écoutez, on veut être clair, à l'intérieur de ce projet-là, il y a plusieurs aspects qu'on trouve positifs et on tient à le souligner. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'accessibilité universelle, par exemple, à l'intérieur du projet. La question de réduire les inégalités sociales de santé, c'est des éléments fantastiques. Ceci, il y a du verdissement, il y a une épicerie d'inclus à l'intérieur du projet. C'est l'antithèse des déserts alimentaires. Donc, dans ce sens-là, il y a des points positifs à l'intérieur du projet qui nous apparaît important de souligner. Toutefois,
Ce projet s'inscrit quand même dans un environnement pour lequel il y a déjà un certain nombre d'infrastructures. On a déjà parlé lors des audiences, finalement, de la piste cyclable qui vient border le projet. Il y a le YMCA qui est fermé aujourd'hui, mais on se sert des locaux pour faire de l'hébergement pour les itinérants. Donc, on a un centre, finalement, qui fait de l'hébergement pour itinérance à proximité. Il y a différentes infrastructures qui existent et pour lesquelles on s'interroge, ou encore, on ne peut pas se prononcer sur les finalités des interactions qui existeront entre le développement du projet et ce qui existe déjà présentement comme infrastructure. Et en ce sens-là, on a un peu peur. En terminant, je voulais seulement vous dire que malgré les consultations publiques qui ont déjà eu lieu sur des grands projets dans Hochelaga-Maisonneuve, vous savez que il y a plusieurs projets il y a des projets qui se sont déployés à l'intérieur du quartier et qui sont fortement rejetés par la population. Et dans ce sens-là, on est content qu'il y ait des audiences publiques, mais on espère sincèrement, finalement, que les voix seront bien entendues et que les limites que l'on met, finalement, et qu'on exprime sont bien entendues. Voilà. Merci, monsieur. Vous avez bien respecté le temps. C'était très clair et concis et complémentaire à votre mémoire, effectivement. Vous avez bien résumé. Moi, j'aurais un certain nombre de questions. Mon collègue aussi, Bruno, en aurait. Une question centrale à ce projet, et c'est sans doute l'élément central de votre mémoire, c'est sur la question des logements. Je vous cite. Ce qui est proposé là n'est pas en mesure de changer, ce que vous appelez changer les choses, je vous paraphrase, en ce qui concerne le besoin en logement social et logement abordable pour les gens de l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve-Mercier. À l'échelle du projet, ce que je comprends, c'est que dans votre perspective, il n'y aurait pas assez de logement social et logement abordable. Est-ce que dans votre perspective à vous, ça en prendrait combien? Parce qu'il y a quand même un chiffre qui a été avancé par le promoteur sur le nombre de logements. Est-ce que à votre table, vous avez discuté de ce qui vous paraissait, de votre point de vue, acceptable pour, entre guillemets, et là je vous paraphrase, changer les choses, mais à l'échelle d'un projet? Oui. Honnêtement, on n'a pas eu les discussions sur un nombre qui permettrait de changer les choses. La réaction que je vous exprime et qui a été exprimée était plus le constat finalement que, étant donné les nombreuses listes d'attente déjà existantes, que dans ce sens-là, ce qui était proposé finalement n'était pas suffisant. Vous savez, il y a eu d'autres grands projets immobiliers qui se sont développés aussi dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, puis pour lesquels il y a eu des négociations importantes. Je pense à Lavaux, par exemple. Quand le projet Lavaux s'est développé, les comités logement ont fortement travaillé à l'époque et il y a eu toute une mobilisation et le politique est intervenu, bien sûr, à l'intérieur de ça, mais la proportion de logements social dans ce projet-là était nettement plus élevée. Et je ne m'avancerai pas dans les détails. Il y a des gens plus vieux et plus connaissants que moi dans ces détails-là qui pourraient sûrement vous entretenir plus longuement que moi de tout ce qui a été fait à l'intérieur de Lavaux et de la proportion de logement social qui avait été inclus dans le projet. Mais on évoquait ce genre de révision par rapport au nombre de logements inclus pour en arriver à éventuellement avoir un impact là, sur la pauvreté. OK, merci de votre réponse. J'aurais, sur la question de l'abordabilité, les logements abordables, dans votre mémoire, vous expliquez que compte tenu du revenu médian là, pour des gens de l'arrondissement, ce loyer, compte tenu de ce revenu médian, ça serait insuffisant pour absorber ce qui est généralement demandé pour un loyer abordable, c'est-à-dire plus ou moins 1 500 par mois. Pardonnez mon ignorance, mais est-ce que vous pouvez expliquer, d'après votre expérience, le 1 500, là, ça c'est une moyenne établie par les institutions, comment ça fonctionne? Ça, c'est ma première question. Et sous-entendu, si je comprends bien votre argumentation, c'est de dire que
étant donné que le revenu moyen médian des gens de l'arrondissement, il faudrait que ce loyer-là soit 500 $ moins cher? Oui, c'est ça. C'est ce que vous suggérez? C'est ça. OK. Est-ce que ça existe ailleurs? Est-ce qu'il y a des expériences où le loyer abordable a été modulé en tenant compte des paramètres propres à un arrondissement? Quelle est la marge de manœuvre des institutions concernées pour jouer avec le loyer abordable? Monsieur, vous arrivez vraiment aux limites de mes connaissances. Je ne pourrais pas vous donner dans ce sens-là, mais je serais bien curieux d'avoir Manon Bouchard de Bâtir son quartier, qui est notre représentante à Bâtir, avec nous, parce que fréquemment, c'est ça le rôle d'un groupe de ressources techniques aussi, c'est de nous amener de l'expertise, non seulement au niveau de la construction, mais aussi au niveau aussi des expériences et des modèles qui ont été tentés ailleurs. Je vous avoue bien humblement la limite de ma connaissance à ce niveau. Je dois vous préciser, vous le savez, nous avons reçu un mémoire de Bâtir son quartier, donc nous allons le relire avec attention pour voir si on peut trouver une réponse. C'est bon. Monsieur le commissaire. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez abordé deux sujets. D'abord, votre lien avec Bâtir son quartier, ça a dû vous réclamer qu'il y ait disons, une collaboration. Vous comprenez qu'à la commission, on peut pas parler à ces personnes-là pour leur demander d'établir une collaboration. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est difficile d'avoir... Juste t'interrompre parce qu'il y a une dame qui lève la main, mais ce n'est pas une période de questions pour le public, malheureusement. Ben oui, venez vous asseoir. Bien à sûr. Ce moment-là... moi, dans la salle, monsieur le commissaire, j'ai avec moi finalement 2 représentants de la table de quartier. Je suis assis avec vous pour vous livrer parce que je suis porte-parole du comité. J'inviterai cette personne à venir s'asseoir. Si vous pouvez vous présenter pour les gens de l'audience. Et je comprends que vous souhaitez répondre donc à la question que j'ai posée. Alors, on vous écoute, madame. Donc, bonjour. Donc, c'est Karima Bessaï. Je suis Karima Bessaï, agent de développement à la table de quartier. Donc, j'étais avec Martin. Donc, c'est ensemble qu'on a mené les rencontres d'échange autour du projet. Donc, par rapport juste au logement abordable, donc ici, on est parti du 30% acceptable qui est considéré comme dépenser 30% de son salaire est considéré comme acceptable. Au-delà de 30%, c'est considéré comme trop. Donc, c'est à partir de là qu'on a calculé à partir du revenu médian des ménages et puis qu'est-ce qu'ils pourraient dépenser pour que ça soit acceptable pour eux. Donc, ça tombe à 1050 $ que la population de Hochelaga pourrait dépenser versus que le projet présente, c'est plus de 1500 $. Donc, d'après les données contenues dans le projet, donc on considère que c'est un petit peu 50% plus élevé que la capacité de la population à payer. Et la question que je soulevais tantôt, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il est habituel, est-ce qu'il est pensable de pouvoir moduler le loyer abordable ou bien c'est quelque chose d'inscrit dans le béton par les règles gouvernementales ou quoi que ce soit? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? C'est certain qu'il y a des tableaux que comment s'appelle la SHSQ, je pense qu'elle produit, mais c'est vraiment par rapport aux logements abordables, etc., qui sont construits par le gouvernement. Merci. Alors, Bruno. Je reviens à Bâtir son quartier, puisque votre question était sur Bâtir directement. En fait, je ne faisais que situer l'historique. Bâtir son quartier, c'est le résultat de la fusion de 4 groupes de ressources techniques, dont un originait d'Hochelaga Maisonneuve. Donc, dans les travaux qu'on mène présentement, Bâtir est avec nous, est avec les organismes, parce que son expertise dans le domaine, justement, vient alimenter les discussions puis nous faire voir des avenues possibles en fonction des budgets de réalisation, etc. etc. Parfait. Monsieur le commissaire. Dans le logement social, disons, il y a un certain nombre d'unités qui est prévu dans la phase 3 du projet. J'aurais juste voulu avoir un éclairage, c'est que souvent, c'est une question qui a été abordée, c'est que généralement, 50% des locataires de la coopérative d'habitation, si c'est ça qui est retenu, eux reçoivent une aide gouvernementale qui est basée sur une proportion à partir de leurs revenus. Mais l'autre 50%, c'est des gens qui payent le loyer médian du quartier.
Puis le loyer médian du quartier, est-ce que dans une coopérative d'habitation-là, ces gens-là vont avoir les moyens de le payer? Il y a des entrevues pour les... puis il y a des gens beaucoup plus experts que moi dans la création de coopératives d'habitation, mais dans le processus de création des coopératives, il y a aussi finalement il y a de la sélection finalement à l'intérieur de ça, et les critères de sélection tiennent aussi compte finalement, dans certains cas, des capacités de payer pour s'assurer finalement d'avoir une proportion ou un équilibre à l'intérieur de. Ceci étant dit, je n'oserais m'avancer davantage dans plus d'explications à ce niveau-là. D'accord, moi, ça va pour moi. J'aurais peut-être une dernière question. Vous abordez dans votre mémoire la question des commerces. Et je vous cite ici, c'est à la rubrique 3, là, parlant des espaces commerciaux, ces espaces présentent un potentiel pour favoriser le milieu de vie, à condition que les choix de services se font avec le souci de les rendre accessibles et abordables à l'ensemble de la population. Pouvez-vous préciser un peu votre pensée là-dessus? Est-ce que... Allez-y. Bien, en fait, il nous apparaissait facile, finalement, de mettre en place des petits espaces ou des petits... Mettons que... Un gym, par exemple. Bon, et c'est facile. On est sur l'ancien terrain du Pro Gym. Donc, on peut penser qu'il y avait une habitude de fréquentation et que les gens, finalement, étaient habitués de retrouver à cet endroit-là un gym. Il y en a plein d'autres, là, ça va, là, OK? Mais, dans ce sens-là, comment on va développer, ou qu'est-ce qu'on va développer finalement comme service qui est listé là, à l'intérieur finalement des services qu'on va retrouver? Est-ce qu'on va faire quelque chose de fermé sur le complexe, ou encore est-ce qu'il va être plus accessible finalement à l'ensemble de la population? C'est ce genre de questions-là quand on parle des choix qui vont être faits dans les services et dans la vision même qu'on aura du développement de la vie communautaire dans cet ensemble-là. Puis pour y arriver, c'est quoi le moyen? En fait, je suis convaincu finalement qu'il faut être en mesure de faire valoir la plus-value d'une communauté plutôt que d'une communauté qui va se tenir plus fermée sur elle-même. Il faut être en mesure de montrer finalement la richesse à l'inclusion du quartier, puis la plus-value que ça amène d'être à l'intérieur du quartier et non pas reclus ou un espace spécifique à l'intérieur du quartier. Il y a des infrastructures dans ce qui nous est proposé aussi d'espaces communautaires. Bien, dans le fond, toute la question, c'est comment est-ce que ça va être présenté? Est-ce que ça va être présenté comme un lieu réservé à quelques-uns ou au contraire, finalement, ça va être un lieu à fréquenter puis qui est ouvert finalement sur le reste de la population du quartier? C'est aussi ce genre de questions-là qu'on soulève finalement dans les choix qui seront faits. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer à la prochaine personne intervenante. Cette fois-là... Bonsoir. Est-ce que vous avez une présentation PowerPoint? Pas du tout. Je vais essayer orale. Oui, c'est ça. Je vais essayer de vous allumer avec mon discours. Parfait. Alors, vous connaissez la règle, 10 minutes, 10 minutes. Alors, nous vous écoutons. Allons-y. Alors, d'abord, je vais me présenter. Je suis Brigitte Myriel-Bussy, la directrice générale du CPE Le Jardin Charmant. Avant de parler un petit peu du projet, juste vous situer le CPE qui a 42 ans de vie au cœur du quartier. Donc, il se situe sur la rue Bénette, au coin d'Hochelaga, en diagonale de l'ancien Pro Gym. Donc, on est vraiment en face du projet éventuellement à venir. Le CPE, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas un service public, eh bien un organisme communautaire sans but lucratif, qui est géré par des parents, employés, responsables de garde en milieu familial. Donc, on a un conseil d'administration qui gère cet organisme et chaque CPE est une corporation autonome. Donc,
on travaille pour le bien de notre quartier, de notre communauté à l'intérieur du CPE. Dans l'historique du CPE, il y a eu en 2018 une fusion qui s'est faite avec un autre CPE, qui est le CPE Gros-Bec, qui est aussi dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, donc plus à Mercier-Ouest. Et donc actuellement, on offre 2 installations de 80 places pour les familles du quartier et 573 places en milieu familial. Donc on est vraiment implanté. Les familles du quartier, on les côtoie au quotidien. Et on vit, parce qu'en fait, on passe plus de temps dans notre travail, donc on vit dans ce quartier-là. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu la position du conseil d'administration, puisque c'est des discussions qui ont eu lieu en CA. Et sur le CA, on a actuellement 12 postes de parents utilisateurs, que ce soit en installation ou en milieu familial, des employés qui travaillent dans les installations et des responsables de garde en milieu familial et une personne qui est membre de la communauté. Ça fait longtemps que le CPE Jardin Charmant regarde le développement du quartier pour tenter d'être encore actif dans ce développement-là, parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Je ne vous referai pas l'historique actuel des besoins exprimés par les familles à la grandeur du Québec. Les services de garde sont devenus un service essentiel. Quand on s'engage sur un conseil d'administration de CPE, c'est qu'on veut aller pousser un petit peu plus loin, essayer de développer ces services-là. Donc, en fait, la préoccupation était vraiment de dire comment on peut développer ces services. On a fait des demandes en 2013 pour obtenir d'autres permis, pour permettre aux familles du quartier de bénéficier de ces services de places subventionnées. Les deux CPE étaient à l'époque 2 entités différentes et ont obtenu chacune un permis. Ensuite, on a essayé de trouver des opportunités. Je ne vous cacherai pas que c'est très difficile. On a un cadre qui est assez restrictif. Donc, on regarde les projets qui se développent. On essaye de développer des partenariats avec des organismes communautaires. Depuis 2014, il n'y a rien qui a abouti. Et c'est sûr que quand on a vu le projet Canoë en diagonale avec une belle pancarte comme ça, on a voulu aller voir ce que c'était. Et donc, on est allé chercher un peu plus d'informations. Puis, on a fouillé un petit peu les concordances qu'il pourrait y avoir entre un projet émanant d'un promoteur, ce qui, je ne vous cacherai pas, fait toujours un peu peur à un organisme communautaire parce qu'on a un stéréotype du promoteur et du développement de logements, comme on en a parlé juste avant. Mais nous, on voulait regarder ça sous l'angle de notre mission dans la communauté. Les choses qui sont ressorties beaucoup et qui, pour nous, en tant que conseil d'administration de CPE, sont vraiment des choses qui ont été un petit peu abordées avant, mais qui sont de l'ordre des valeurs communautaires qu'on veut développer dans un projet qui est quand même d'une grande ampleur. Il y a plein de petites choses et probablement que tout le monde l'a lu, mais c'est sûr que la mixité sociale qui est proposée, alors à quelle hauteur, ça, c'est à voir, mais cette mixité-là est en lien avec les valeurs du CPE, beaucoup. L'inclusion dans la communauté, nous, on travaille beaucoup sur l'intégration des familles démunies, l'intégration des enfants à défis particuliers. C'est un grand enjeu dans les CPE en général, puis dans le quartier en particulier. L'inclusion de nos familles immigrantes, parce que même s'il y a quelques années, on n'en avait pas tant que ça, on en a de plus en plus. Puis nous, on les accueille au moment où souvent elles arrivent avec leurs enfants, avec peu de connaissances du quartier. Donc, on sert un petit peu comme bien des organismes communautaires, et entre autres la table de quartier, mais bien d'autres, de portes ouvertes pour toutes ces familles-là. Et donc, sur le projet Canoë, ce qui a été questionné au CA, ça a été beaucoup... si on s'approche de ce projet-là et qu'on souhaite, nous, éventuellement, développer une installation dans le cadre de ce projet-là, est-ce qu'on est en phase avec les orientations qu'on s'est données
de répondre aux besoins des familles du quartier. Et dans les approches qu'on a eues, ben, finalement, il y a beaucoup de choses qui rejoignent ce qu'on veut faire. Entre autres, la configuration du projet qui donne un lieu très sécuritaire parce que ça donne une cour potentielle sur l'intérieur de l'intérieur du projet même de construction. Des collaborations avec les familles qui seraient dans des logements abordables, les organismes communautaires à hauteur de combien, je ne sais pas, mais là encore, la proximité et le développement des partenariats seront favorisés. Donc, sous cet angle-là, le conseil d'administration disait que oui, probablement que ce serait une opportunité d'allier un développement qui rejoindrait nos valeurs, qui serait en lien avec aussi les projets de sortir de ce désert alimentaire aussi, parce qu'on en l'a abordé avant, mais c'est terrible. Nous, on le voit, les gens viennent tout le temps nous en parler. Donc, à observer, voir un petit peu ce qui se développera, mais une pharmacie, une épicerie pour les gens du quartier, dans ce quartier-là, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est aussi un plus. Puis, je ne vous cacherai pas qu'en termes de services, nous, actuellement, juste sur l'installation Jardin Charmant sur l'avenue Bennett, j'ai actuellement 688 familles en attente d'une place en CPE, ou en garderie, ou peu importe, en fait, et qui viennent frapper à notre porte à tous les jours, surtout en ce moment, on est vraiment dans cette période-là. Il n'y a pas de terrain ou d'opportunité ou quoi que ce soit qui soit viable pour le développement de services de garde actuellement sur le quartier. On a fait des tentatives. Depuis 2014, il n'y a absolument rien qui est sorti de ça. Donc, actuellement, on est vraiment dans une recherche très active. On a été obligé d'abandonner un permis de 80 places. Je ne vous cacherai pas que ça a été terrible parce qu'on s'est dit que le ministère disait, si vous les développez pas, on va les donner à quelqu'un d'autre parce qu'on ne peut pas les garder en attendant que peut-être un jour vous trouviez quelque chose. Donc, sur les deux permis, il y a un permis de 80 places qui a été remis. Donc, ça veut dire 80 places de moins pour des familles du quartier. Et qu'on a tenté de récupérer, mais malheureusement, non, c'est fermé. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel le conseil d'administration s'est positionné pour dire que ils ont trouvé le projet intéressant, ne se sont pas positionnés plus que ça sur la qualité de la construction, les choses comme ça. On a vraiment regardé sous l'angle de la problématique du CPE versus les orientations, la mixité sociale, l'inclusion, la sécurité et le développement communautaire du quartier. Merci, madame. Bienvenue. 10 minutes tapant. Ah, mon Dieu. Écoutez, une question sur votre besoin. Vous exprimez clairement dans votre mémoire que le CPE est à la recherche ce que vous appelez une troisième installation de 80 places. Exact. Et que le projet Canoë vous paraît tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Deux questions là-dessus. La première, un 80 places, un CPE de 80 places, ça demande quelle superficie? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Est-ce que ce qui vous est offert par le promoteur dans l'état actuel de vos discussions, est-ce que ça répond à ce besoin en superficie? Alors, c'est certain que pour aller de l'avant, c'est la première question que nous, on a vérifiée aussi, parce que si on n'a pas la superficie nécessaire, c'est non. Ce serait dommage. Ou alors, à la limite, ça aurait été comme, est-ce qu'on descend à 60 places, mais on tient mordicus à offrir ce 80 places puisqu'on en a déjà perdu 80. Oui, la superficie qui est en moyenne à Montréal pour construire un 80 places, c'est à peu près 8000 pieds carrés, entre 7000 et 8000 pieds carrés. Moi, je dis 8000 parce que j'aimerais 8000. Mais non, mais c'est à peu près 7 à 8000 pieds carrés. Actuellement, dans les discussions qu'on a, oui, il y a cet espace-là. Notre préoccupation et ce pourquoi on est très pointilleux, c'est l'espace de jeu pour les enfants également, parce qu'on parle effectivement d'accueillir
80 enfants, mais on ne peut pas emmener les enfants à des parcs éloignés, des poupons. L'idée, c'est d'avoir vraiment un service de qualité qui puisse être offert. Donc oui, il y a cet espace de jeu aussi qui est visé sur l'intérieur. S'ajoute aux 7 000. Tout à fait. OK. Et ça aussi, il y a une option, entre guillemets. Une possibilité, une possibilité. Tout à fait. OK. Monsieur le commissaire. Bonjour, madame. Bonjour. C'est que vous parlez beaucoup de la mixité, puis vous me lancez tantôt que vous avez une demande pour 688 enfants dans le quartier qui ne sont pas desservis. C'est quand même assez considérable par rapport aux 80 places qui sont ici proposées. Puis là, on aura plus de 900 logements qui viennent, donc il n'y aura pas des enfants dans chacun des logements, mais est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? C'est-à-dire que les 80 places sont déjà promis, c'est-à-dire que ceux du projet n'auront pas de place. Comment ça va fonctionner? Ben, en fait, comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner comme les places actuellement en installation, c'est-à-dire que les personnes qui habitent le quartier s'inscrivent sur... en fait, maintenant, c'est géré par le gouvernement, mais c'est la place 05, donc les gens s'inscrivent et nous, on met une priorité pour les gens du quartier. Donc, en fait, on les priorise avec des codes postaux. Et donc, oui, malheureusement, j'aimerais ça... multiplier ces places-là, ce ne sera certainement pas suffisant. Si on peut récupérer les places qu'on a déjà rendues, on va tenter de le faire, mais je ne veux pas rêver, je n'y crois pas beaucoup. Pour l'instant, c'est vraiment fermé. En plus de ces 80 places-là, on est actuellement en train de développer, en tout cas d'essayer de reconnaître encore des responsables de garde en milieu familial dans le territoire. Donc oui, il y a cette installation, mais notre mandat va plus loin que juste cette installation-là. Donc, mais oui, c'est sûr, ça ne sera pas suffisant. Puis dans ce contexte-là, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de place réservée pour les gens du... Puis... Les places qui sont actuellement réservées dans les règlements généraux de notre CPE, c'est évidemment les frères et sœurs de ceux qui sont déjà accueillis. On s'entend qu'on ne veut pas que les familles courent d'un bord et de l'autre. Et puis... on a une entente avec le CLSC pour l'inclusion d'enfants à défis particuliers. Donc, il y a certaines places qui sont réservées. Et un organisme qui s'appelle « Je me fais une place en garderie », donc qui inclut des enfants qui sont en handicap physique. Mais c'est vraiment très peu de places. Et le reste, c'est vraiment priorité aux personnes du quartier immédiat. D'accord. Donc, lors de la soirée de questions et réponses, il y a quelqu'un de votre organisme, je ne sais pas quoi, qui a eu l'amabilité de venir nous déposer un mémoire. Ce n'est pas un mémoire, mais la personne est venue nous parler, puis on a parlé de l'accès pour les gens qui arrivent avec les enfants le matin, puis qui viennent les chercher, je ne sais pas si c'est à toute heure du jour, parce qu'on peut venir les chercher dans toutes sortes de circonstances. Disons qu'il y a des créneaux horaires, oui, à peu près. Ouais. Alors, on sait que la Ville a beaucoup insisté sur le déplacement de la piste cyclable. Je pense que c'était bien entendu, mais... C'est un peu la question, c'est que dans vos discussions, est-ce que l'accès sur Bennett, compte tenu que vous êtes quand même dans un complexe immobilier plus grand, est-ce que les gens vont arriver par le stationnement en sous-sol ou s'ils vont arriver directement sur Bennett avec une allée de circulation privilégiée? Oui. Il n'y aura pas d'accès au stationnement en sous-sol. Donc, nous, actuellement, on le vit parce qu'on a l'autre installation, la première, qui est en diagonale. Donc, on est effectivement exactement situé au même endroit, ou presque. Beaucoup de personnes habitent directement, puisqu'on privilégie les gens du quartier immédiat, beaucoup viennent à pied, en vélo. On va privilégier de plus en plus ces modes de circulation. Donc, il y a quand même une portion des familles qui viennent en voiture, puisque les parents partent au travail parfois. Mais on a vu l'évolution ces derniers temps, parce qu'on a privilégié les gens du quartier. Les moyens de transport ont changé, mais l'accès se fera effectivement sur Bennett. Donc, de la même manière que même la deuxième installation qui est sur Duquesne, c'est comment ça s'appelle, un espace réservé de quelques places, et puis ça circule. Donc, ce n'est pas un enjeu, parce que à ce moment, d'après ce que vous nous dites, c'est que les gens viennent beaucoup par le transport actif plus que par auto. Donc, on avait comme une image... Non, mais il y a quand même des autos qui viennent. Mais pas en grand nombre, si vous parlez de quelques places. Ouais. Non. Devant l'installation, actuellement, on a l'équivalent à peu près de... Je ne sais pas, je regarde, je dirais 6-7 autos qui peuvent et il n'y a jamais, je dirais quand il y a 3 autos maximum en même temps, c'est un maximum. Et pour vos employés, est-ce qu'il a été question dans votre esprit
de souhaiter des stationnements dédiés à vos employés dans le souterrain, par exemple? Ben, ça a été abordé, puis ça a été non. Donc, on a regardé. Beaucoup d'employés viennent en transport. Le métro est pas loin. Donc, les quelques personnes qui ont des voitures actuellement et qui viennent en auto, pour l'instant, puis ça, c'est pour l'installation qui existe, on a une entente pour, je pense, 2-3 autos sur le stationnement du YMCA, parce que c'était de l'ancien YMCA, pardon, parce que c'était une entente, mais les 3/4 des employés se déplacent en transport en commun. OK. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'est beau. Bienvenue. Bonne soirée. Bonne soirée, Bonne soirée. aussi. Bon retour. Alors, nous allons maintenant passer au témoignage d'un citoyen, M. Pierre Barriot. Bonjour, M. Barriot. Bonsoir. Alors, vous n'avez pas de présentation PowerPoint? Exact. Parfait. Alors, nous vous écoutons. Alors, laissez-moi juste partir mon chronomètre. Voilà. Merci. Parfait. Alors, je me présente, Pierre Barriot. Donc, j'ai un baccalauréat en sociologie avec une concentration informelle en urbanisme, une maîtrise en études urbaines, une deuxième maîtrise en urbanisme et un doctorat en études urbaines. J'enseigne l'urbanisme depuis soit 2005 ou 2006. J'ai commencé ma carrière dans le réseau universitaire anglophone et maintenant je suis à l'UQAM et à l'Université de Montréal où j'enseigne au premier et second cycle. Puis je suis résident depuis 22 ans maintenant dans l'arrondissement voisin, Ville-Marie. Donc, ma présentation aujourd'hui, en fait, est suite à une demande du promoteur de faire une réflexion qui s'inscrit dans mes recherches universitaires sur les meilleures pratiques de redéveloppement urbain. Donc, cette lettre d'expertise-là qu'on m'a demandé à faire en toute indépendance est basée sur la réflexion de comment est-ce qu'on doit faire et réaliser l'aménagement et le redéveloppement des terrains tels que celui-ci dans le Grand Montréal. Vous avez eu la chance de lire mon mémoire. Vous voyez, je prends une approche historique où j'explique justement que nos outils de planification urbaine actuels qui sont mis en place lors du premier mandat du Parti québécois en 1976. On est dans une période de crise économique, de stagnation démographique aussi, et nos outils sont développés principalement pour préserver le patrimoine et préserver les espaces verts et de ralentir l'étalement urbain. Les outils de planification étaient faits principalement pour une période de croissance nulle ou de décroissance relative et étaient basés sur une réflexion sur les avenirs à très long terme en urbanisme, basés sur ces hypothèses démographiques-là. On a développé le zonage agricole, on a développé les mesures de protection du patrimoine urbain, on a mis en place la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui, à travers ces révisions, va nous amener justement à la mise en place de l'OCPM et de la consultation publique que l'on a ce soir. Et finalement, les plans de transport. Suite à ça, dans les années fin 80, début 90 et au tournant des années 2000, il y a une deuxième génération d'outils de planification urbaine qui sont développés. Ceux-ci visent à freiner l'étalement urbain et de venir contrôler la croissance qui est un peu trop forte et désorganisée, un peu ce qu'on appelle communément l'américaine. Et donc, cette réflexion-là va culminer à une date très tragique du 11 septembre 2001, quand le gouvernement du Québec dévoile sa politique qui amène à la densification aux abords des installations de transport collectif. Alors, communément appelé le TOD, le Transit Oriented Development. Et dès 2001, le gouvernement du Québec a comme politique officielle de privilégier la densification aux abords des stations de transport collectif parce que, premièrement, c'est des terrains qui jouissent souvent d'un potentiel de redéveloppement plus fort, mais deuxièmement, ça permet d'amener plus de personnes à proximité des infrastructures de transport collectif existantes, permettant donc d'utiliser ces infrastructures sous-utilisées comme un levier de redéveloppement. Et depuis,
cette politique-là de 2001 qui va être encadrée avec la révision du plan d'urbanisme, avec le plan métropolitain d'aménagement et développement, le PMAD, toute cette planification-là nous amène plus de 20 ans de planification à la réalisation de projets de ce genre. C'est les outils de planification qui nous amènent à où on est aujourd'hui. Il faut comprendre ce projet aussi, il s'inscrit directement dans la lignée de ce qui sera mis en place comme outil de redéveloppement dans le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal qui est en développement. Le CPM est justement en consultation sur la vision 2050, qui est la réflexion préalable à le nouveau plan d'urbanisme qui s'en vient. Donc, il faut comprendre ce plan. Si on le regarde, il a une composante résidentielle significative pour le terrain. Il faut comprendre, oui, la densité est un peu plus élevée que dans le secteur, c'est vrai. Néanmoins, il y a des efforts très coûteux de redéveloppement de ce genre de terrain. On parle de friches industrielles et de friches urbaines. Donc, on est dans des terrains qui sont sous-utilisés et dispendieux à redévelopper. Le projet amène quand même un élément de développement social et abordable. Je n'en ai pas parlé directement dans le mémoire, mais c'est quand même important de le noter. Le règlement, ce que la Ville n'aime pas qu'on appelle le 20-20-20, qui veulent qu'on appelle le règlement sur la métropole mixte, néanmoins est le règlement le plus sévère sur le logement social et abordable sur l'île de Montréal. Il est aussi le règlement sur le logement social et abordable le plus ferme au Québec. Il est un des 3 plus fermes des grandes villes canadiennes et il est quand même dans, ce qu'on m'a informé, dans les 10 plus sévères des grandes villes d'Amérique du Nord. Donc, à partir de là, est-ce que ce règlement répond parfaitement aux besoins de logement social et abordable? Non. Est-ce qu'il est néanmoins un des plus sévères d'Amérique du Nord? La réponse est oui. Et mon analyse de la documentation qui a été fournie sur ce projet m'informe que ce projet est conforme à 100% au règlement de métropole mixte de la Ville de Montréal. Et il n'utilise pas les petites clauses d'exemption qu'on peut sortir. Par exemple, le logement social peut être produit hors site. Et dans ce cas-ci, dans un effort d'inclusion, la documentation m'a informé que le logement social sera construit sur le site même. Donc, ceci est quand même une marche et demie au-delà des exigences de la Ville de Montréal. Et en ce qui concerne aussi la question de le logement abordable, il faut se rappeler que la définition de ce qui est abordable, selon le règlement de la métropole mixte de la Ville de Montréal, ce n'est pas une définition aléatoire que quelqu'un lance un dard sur une cible. À chaque année, la Ville de Montréal publie un avis avec les taux de logement abordable par arrondissement pour studio, 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres. Donc, c'est la Ville de Montréal qui, à travers son service d'habitation, définit ce qu'est l'abordabilité. Donc, en ce qui concerne la mobilité durable, il faut comprendre ce projet-ci, il s'inscrit aussi dans les meilleures pratiques d'urbanisme. On est évidemment à l'intérieur de la zone de densification TOD de la station Viau, mais on est aussi à l'intérieur de la zone de densification de la zone TOD de métro P9. Donc, on est vraiment ici aux abords de 2 stations de métro qui devient un levier très intéressant de maximiser le potentiel de redéveloppement de ce terrain-là. De plus, le... Il vous reste 2 minutes. Oui. Alors, en termes de voitures, d'automobiles, c'est certain. Malheureusement, les infrastructures au Québec nous rendent plus difficile la possibilité de vivre complètement sans voiture. Et donc, ici, on a un taux de 0,25 environ là, de voitures, de cases de stationnement par unité. Il y a une emphase qui a été mise aussi sur les voitures en libre-service. Donc, c'est un projet qui vient vraiment maximiser la branche est de la ligne verte du métro qui est actuellement à sous-capacité pour l'instant et pour les quelques prochaines années. Donc, ce projet, est-ce qu'il est parfait? Non, il n'y a aucun projet qui est parfait. Comme j'aime dire à mes étudiants, si on attend le projet parfait, on sera enterré avant qu'il soit réalisé.
Moi, j'aime toujours utiliser la définition du projet « Is it good enough? » Est-il bon assez? Et si le projet il est bon assez, à partir de là, on travaille pour le bonifier et l'améliorer. Et après ça, on va avoir un projet qui est encore plus bénéfique pour la communauté. Alors ça, c'est la réflexion que j'ai pu faire basée sur la documentation qu'on m'a fournie. Merci. Merci. Merci, monsieur. Vous avez abordé donc oralement un élément qui était moins présent dans votre mémoire. Je vous en remercie parce que ça vient alimenter nos réflexions, bien entendu, donc la question du logement. Et je me demande si vous n'avez pas un peu indirectement répondu à la question que j'avais posée aux représentants de la table de quartier sur le taux d'abordabilité, comment il est fixé. Donc, si je vous ai bien compris, le taux est fixé par quartier et ce taux est variable. En fait, le tarif, il est publié par le service d'habitation de Montréal via un avis public qui est publié dans tous les jours, dans certains journaux de Montréal et sur le site web. C'est une fois par année et c'est pas par quartier, en fait, c'est par arrondissement. Par arrondissement. Donc, il faut comprendre, il y a quand même une grande variété économique à l'intérieur de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qu'on va dans Mercier ou dans Hochelaga ou dans Maisonneuve, mais eux, c'est une moyenne pour l'arrondissement qu'ils produisent. Et ça, à chaque année, le taux est publié pour les studios, les 1 chambre, les 2 chambres et les 3 chambres pour chaque arrondissement de la Ville de Montréal. Est-ce que vous avez une idée de à quoi correspond le taux de l'arrondissement? Sans faire la recherche. Oui, non, on va trouver nous-mêmes. Je peux vous sortir ça juste un instant. Ça va me prendre moins d'1 minute. Voilà. Alors, donc, pour l'arrondissement Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, pour... donc, ici, juste vous dire en parenthèse, pour vous référer, c'est le règlement sur le programme d'appui à la rénovation. Ordonnance modifiant les loyers abordables prévus à l'annexe A. Donc, ici, vous pourrez le valider, mais on me dit que chambre, c'est 420 par mois, studio, c'est 590, une chambre, 680, 2 chambres, 730, 3 chambres et plus, okay. 850. Mais ça sera à confirmer, là. C'est correct. Ça, c'est les anciennes données et les nouvelles, c'est similaire d'une année à l'autre. Mais ces données-là sont publiées par la Ville de Montréal et ils doivent les suivre. OK. Une deuxième question, puis ensuite, je vais laisser mon collègue. Je passe sur un autre terrain, le transport en commun. Vous évoquez la proximité, évidemment, de 2 stations de métro. Vous parlez également de la ligne d'autobus sur P9. Est-ce que, avez-vous réfléchi, est-ce que vous avez un point de vue sur les lignes d'autobus qui passent à l'horizontale, à la verticale, parce que ça peut être évoqué jusqu'à présent? Oui, alors, il faut dire le transport, la planification de transport et l'histoire des transports, c'est mon dada personnel. Vous direz, oui, les autobus, le métro, c'est important, il faut comprendre, le métro et les lignes d'autobus jouent 2 rôles distincts. Parfois, la STM semble faire un flou avec cela, mais le métro, c'est pour des déplacements de plus longue distance, les lignes d'autobus, c'est pour des déplacements qui sont plus locaux. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de projet-ci va amener des gens dans le métro pour des déplacements plus longue distance, par exemple, ceux qui veulent aller au centre-ville, à la Place des Arts, ou aller connecter au REM, au centre-ville, pour aller à l'aéroport facilement. Mais les lignes d'autobus, c'est souvent le talon d'Achille sur le territoire de la Ville de Montréal, et c'est certain que ces 900 nouveaux logements vont amener des nouveaux usagers. Il faut comprendre la STM base la fréquence des autobus sur l'achalandage. Donc, ici, à chaque fois qu'on crée des nouveaux logements, qu'on amène des nouveaux usagers du transport en commun, ça met une pression sur le service de la STM pour qu'ils augmentent la fréquence. Donc, à partir de là, c'est certain, il y a des lignes d'autobus qui desservent déjà ce secteur. On pense entre autres à la 125 Ontario, les autobus sur Sherbrooke aussi. Mais c'est certain qu'il y a une réflexion à avoir sur la mobilité à l'intérieur du quartier. Trop longtemps, la STM, ces lignes d'autobus, c'est des longues lignes d'autobus sur les grandes artères pour faire du rabattement sur les lignes de métro. Moi, je vous recommanderais, en tant que commissaire et président de la commission, de réfléchir peut-être une recommandation justement pour demander à la STM justement une réflexion sur l'amélioration des services à l'intérieur du quartier, parce que ce projet va emmener potentiellement des commerces de proximité pour les gens du secteur, pour qu'ils puissent en profiter. Donc, c'est certain, une amélioration du service d'autobus qui n'est pas axée pour les besoins locaux serait bénéfique.
Merci, M. Bonjour, monsieur. Bergeron. C'est que vous avez abordé la question. Quand vous avez rédigé votre mémoire, est-ce que vous connaissiez déjà le projet? Ou Oui. D'accord. Je les suis pas mal tous. D'accord. Donc, vous parlez du nombre de cases de stationnement. Vous parlez de 0,25 cases par logement. Donc, ça ferait à peu près... Parce que dans les discussions dans la soirée de questions-réponses, on pouvait même penser de construire un deuxième stationnement. Est-ce qu'il y aurait comme un... Dans certains arrondissements, on voit un nombre maximal de nombre de cases de stationnement. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé dans ce projet? Oui. Je vous dirais, la planification du nombre de cases minimales et maximales varie d'un arrondissement à l'autre. C'est une compétence d'arrondissement suite aux fusions municipales de 2001. Donc, chaque arrondissement a sa réglementation. Certains arrondissements, dont initialement le Plateau Montréal, mais maintenant, entre autres, Ville-Marie et d'autres, ont aboli les minimums. Et ici, c'est un outil où, pendant longtemps, les promoteurs étaient très réticents. Ils avaient peur de construire des grandes quantités d'unités sans minimum. Mais maintenant, la norme du minimum de l'élimination, donc, on la voit disparaître parce qu'un problème de plus en plus que les promoteurs ont, en fait, c'est un surplus de cases. Ici, dans l'arrondissement, c'est-à-dire qu'ils ont aboli le minimum, oui, mais ils n'ont pas aboli le maximum. Ils n'ont pas réduit le maximum. Exactement. Et ici, c'est quelque chose que je vous dirais que si j'étais résident de l'arrondissement, je ferais pression sur les élus pour réfléchir justement sur, lentement mais sûrement, une planification graduelle vis-à-vis la diminution du nombre de cases. J'ai une autre question parce que vous avez dit que le projet est sensiblement plus dense. Connaissez-vous le nombre de logements à l'hectare du quartier autour? Pas par cœur. OK. Vous savez le nombre de logements par hectare du projet? Pas par cœur non plus. Je me rappelle quand on a fait l'analyse, on s'était assis ensemble, on avait regardé, puis on arrivait à une densité qui était plus élevée, mais je n'ai pas les proportions. Si je vous dis 500 logements à l'hectare, est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu? Je vous dirais, ça fait un certain moment, faudrait que je revérifie. Je ne voudrais pas me prononcer sans voir la documentation. D'accord. Dans votre document, vous dites... Bien que sa densité et sa hauteur sont plus élevées que les constructions anciennes du secteur, les externalités négatives seront limitées. Voulez-vous m'en dire un peu plus? Alors, parmi les externalités négatives que peut générer ce genre de projet, évidemment, on parle d'ombrage, de corridors de vent et d'augmentation de la circulation routière. Et de facto aussi le stationnement sur rue. Donc ici, le projet, la manière dont c'est fait, la densité, elle est mise afin que l'ombre qui est créée est limitée à l'extérieur du site et elle est plutôt concentrée à l'intérieur du site. La même chose pour le vent. Il n'y a pas de création majeure de vent. Entre autres, avec la rue sinueuse qui traverse le site, ce genre de rue-là a justement comme effet de diminuer les courants de vent qui sont créés. Parce que toute personne... Vous parlez de l'axe en diagonale? Oui, exactement. Toute personne qui marche sur René-Lévesque en hiver là, dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils ont créé ça? Des grandes rues larges et longues dans un climat nordique, ça ne fonctionne pas. » Donc ici, à l'intérieur du site, il y a même des effets pour diminuer les effets éoliens. Ensuite, en termes de normes de stationnement, on est vraiment dans des bonnes pratiques ici. Et l'étude de circulation qui avait été faite par monsieur, je ne me rappelle plus c'est qui avait fait l'étude, mais démontrait quand même un impact de la circulation qui est quand même relativement limité. Parce qu'il y a un élément, je vais peut-être rappeler au commissaire, juste parce qu'un stationnement existe dans un projet, ça ne veut pas dire nécessairement que les gens prennent leur voiture pour aller travailler. Et un projet qui est à proximité d'une station de métro et a du bon service d'autobus peut avoir une grande quantité de voitures sans nécessairement amener les gens à l'utiliser pour le travail. La différence, c'est souvent, elle est là et elle est reléguée à un usage pour les secondaires, que ce soit aller à l'épicerie ou aller en vacances, ou peu importe. Et de plus en plus, les voitures sont reléguées à ce rôle-là à Montréal lorsqu'on est à proximité d'un bon transport en commun. Sur l'ombrage, vous l'avez évoqué, parmi les externalités négatives, pouvez-vous en parler un peu plus? Oui, bien, en fait, si on regarde les études d'ombrage qui ont été faites par les architectes, on voit que l'impact sur les bâtiments qui sont externes sont très limités. Et si on regarde, la densité est faite
pour que la concentration des ombres, justement en jouant avec les hauteurs, soit vraiment limitée sur le terrain externe et que les ombrages qui sont créés, l'ombre est principalement sur le site même. Donc, à partir de là, l'impact, il est limité en termes d'ombre pour les gens à l'extérieur. La même chose en termes des vues qui sont protégées. Mais à l'intérieur, c'est comment? Parce que le comité Jacques Vigée demande quand même une révision de ce qui est à l'intérieur du projet pour s'assurer qu'il y ait un éclairage adéquat pour les logements au cœur du projet. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez examiné? Oui, je l'ai regardé. Ce n'était pas le cœur de l'analyse, mais néanmoins, c'est quelque chose qui doit toujours être pris effectivement en considération et ça peut être joué de différentes façons. C'est certain qu'on peut jouer avec les hauteurs, on peut jouer avec les marges de recul, mais on peut aussi jouer, entre autres, avec la réflectivité des matériaux, entre autres en allant avec des matériaux plus pâles, aussi avec l'aménagement au niveau du sol. Il y a toutes ces stratégies en urbanisme, en architecture du paysage, en architecture, qui permettent, du moins partiellement, de pallier. Parce que s'il faut comprendre, ici, les bâtiments sont d'une hauteur avec des marges qui sont pas les plus serrées, mais qui ne sont pas les plus grandes non plus. Qui ne sont pas les plus serrés? C'est-à-dire les bâtiments ne sont pas hyper serrés en termes d'ombre l'un de l'autre. Il y a des marges qui sont quand même intéressantes entre les bâtiments. Est-ce que vous les connaissez, ces marges-là? Je vous dirais, je ne les connais pas par cœur, je n'ai pas la documentation devant moi, mais ce que je peux vous dire, c'est que les marges où on a vont au-delà de la moyenne de ce qu'on voit sur les projets qui se font dans la région de Montréal actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais je peux vous dire que par rapport à la moyenne des projets... Ça veut dire que le 11 mètres qui nous est présenté dans le plan d'implantation qu'on nous a proposé, là, le 11 mètres face à face entre deux bâtiments, c'est la moyenne de ce qui se fait? Je vous dirais que ça va même au-delà de la moyenne de ce qu'on voit de projets similaires. 11 mètres? Oui. Ah oui? Oui. Pour des projets avec des rues de ce genre, oui. Merci, monsieur. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Vous aussi. Merci, monsieur. Juste pour vous informer que nous n'allons pas prendre de pause, il nous reste 2 personnes, ce qui va nous permettre de terminer sans doute vers 20h30 à peu près. Alors, nous allons maintenant accueillir un autre citoyen, M. Bruno Collin. Bonjour, M. Collin. Bonsoir. Est-ce que vous avez une présentation PowerPoint? Non. En fait, je n'avais pas prévu de venir faire une présentation orale comme telle. Je vais plutôt... Mais là, vous êtes là. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais dire un mot, mais je veux dire, puis je vais répondre à vos questions si vous en avez, mais essentiellement, c'est ça. Alors, je commence? Oui, bien sûr. Alors, dans le mémoire que j'ai déposé, j'aborde différents enjeux liés au projet du 4500 rue Hochelaga, comme la crise du logement abordable, la préservation du caractère architectural et urbain du bâti ancien de Montréal, mais surtout la recommandation de l'arrondissement. Je soutiens la recommandation de l'arrondissement et j'estime que le projet est effectivement très bien adapté à son milieu. Je dirais même qu'il est exemplaire de comment nous devons requalifier les sites industriels vétustes de nos quartiers anciens. Il va contribuer à consolider la masse critique de résidents du secteur, permettant d'assurer une meilleure desserte commerciale et de services et de stimuler l'animation des espaces publics environnants. À ce sujet, on se souviendra que la population d'Hochelaga-Maisonneuve représente aujourd'hui près de la moitié de ce qu'elle était en 1950. Dans le recensement de la ville de Montréal en 1951, on a 80 300 quelques âmes dans ce quartier-là. Aujourd'hui, on en dénombre en 2016 47 000, 47 735. Ça veut dire à peu près la moitié. Donc, le quartier a été conçu pour une population 2 fois plus importante. Fait à noter en passant. Il offre la possibilité d'ajouter donc ce projet 1000 logements
dont 140 logements sociaux, ce qui va nécessairement dans le bon sens pour ce qui est de freiner la hausse du prix de l'habitation et conséquemment la pression sur le parc résidentiel abordable existant. Mais en fait, il faut reconnaître que pour vraiment rétablir l'équilibre du marché dans les quartiers centraux, on sait que ça en prendrait beaucoup plus et je dirais même probablement une centaine de projets comme celui-là. On est loin du compte. Toujours est-il que ce projet-là offre une architecture de qualité dans l'esprit des beaux ensembles bâtis qui ont marqué l'histoire du quartier Maisonneuve. Par exemple, il présente une batterie de caractéristiques en continuité avec le tissu urbain significatif environnant. Une implantation en alignement sur rue, une fragmentation subtile des grands volumes bâtis, une stratégie de matériaux de revêtement qui affirme la prédominance des façades sur rue, ce qui est fondamental aussi dans la caractéristique de ces vieux quartiers. Une grande perméabilité du rez-de-chaussée qui favorise l'animation du domaine public et une volumétrie respectueuse de l'échelle bâtie de la rue Bennett et comportant des hauteurs plus importantes vers l'intérieur de l'îlot et de la rue Hochelaga. Il faut dire que cet îlot, sur lequel est implanté le projet, présente une largeur 4 fois plus importante que la largeur d'un îlot traditionnel montréalais et du quartier, d'ailleurs, de Hochelaga-Maisonneuve. On parle de 270 mètres au lieu de 60. T'sais. Alors, bien sûr, évidemment, aussi, ce projet permet de faire disparaître un îlot de chaleur important au profit d'une occupation qu'on pourrait dire animée et vibrante, qui comportera éventuellement la présence d'une épicerie et d'une pharmacie dans la première phase, ainsi que des locaux destinés à un usage collectif et à des studios d'artistes. Il comporte enfin un aménagement paysager qui s'étend sur le corps du site. En somme, c'est un projet soigné, parfaitement adapté à son milieu, qui aura nécessairement un impact bénéfique pour le quartier. Je rappelle, pour terminer, que la seule dérogation vraiment notable ou importante concerne la densité de construction, qui va passer d'un coefficient d'occupation du sol de 3 à 4. Or, comme on le voit, ce léger rehaussement est adapté aux caractéristiques du site et il demeure très en deçà d'une densité moyenne comme on en retrouve souvent dans les quartiers centraux. Pour ce qui est de la hauteur, il s'agit essentiellement d'un enjeu architectural qui est très bien maîtrisé d'ailleurs dans la proposition, à mon avis. Moins de hauteur signifierait moins de dégagement au sol et une volumétrie plus trapue et plus monolithique. Je crois que personne n'y gagnerait. Alors voilà, c'est dans les grandes lignes. Merci, M. Collin. Vous avez évoqué la densité. On va y revenir. C'est en effet un aspect important de ce projet et qui suscite évidemment beaucoup de questions. Au préalable, un élément de votre mémoire vers la fin, en conclusion, vous évoquez le projet de règlement. Parce qu'on oublie trop souvent qu'il y a le projet de l'immobilier, mais il y a le règlement qui fait un peu la correspondance pour permettre le tout. Vous suggérez d'ajouter certains éléments du projet, de le mettre dans le projet de règlement et même d'en faire une norme, d'en faire une contrainte. Je vous cite, là, les retraits d'alignement montrés à l'OCPM, la volumétrie en bordure de la rue Bennett devrait être clairement inscrit comme condition dans le règlement. Donc, ajouter des éléments dans le projet de règlement, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir intégrer ces éléments-là? Et pourquoi juste ces éléments-là? Pourquoi pas d'autres éléments? Parce que, premièrement, ce règlement-là, c'est un règlement d'urbanisme. C'est un règlement d'urbanisme particulier. Dans l'histoire de Montréal, tantôt, on a eu un petit survol de l'histoire de la réglementation au Québec. On a peut-être skippé un petit peu celle de Montréal, parce que Montréal tombe dans la LAU, puis les lois provinciales, seulement après la fusion municipale, là, soit dit en passant. On avait un système beaucoup plus sophistiqué, à mon avis, que la LAU à Montréal avant la fusion municipale, mais c'est une toute autre question. Ce que je veux dire, c'est que les projets particuliers, les plans d'ensemble, ces règlements sur mesure,
Le premier, c'est celui du complexe des Jardins, par exemple, puis de la Cité. C'est les premières fois où, au Québec, on a fait une réglementation pour venir encadrer un projet. Et cette approche-là a été beaucoup raffinée à l'époque de Jean Doré. On est venu faire un règlement vraiment pour venir baliser tout ça intelligemment. Et l'idée était, en somme, de venir dire, OK, on peut déroger à certains aspects de la réglementation courante parce qu'on a affaire à quelque chose de particulier, à un site qui a des caractéristiques ou un projet lui-même qui en a qui ne rentre pas dans le moule général du zonage. OK. Mais on va l'attacher, puis on va mettre des conditions qui viennent, soutenir le bon sens, là, parce que le zonage, il s'applique à tout le monde. Si à un moment donné, on y déroge, il faut qu'il y ait une raison à ça. Évidemment, dans ce projet-là, il y a un paquet d'affaires qui sont offertes puis qui sont en bonus. Là, mais le fait est qu'au niveau, architecture, il faut reconnaître que la réglementation d'urbanisme a un objectif aussi qui s'appelle faire un environnement plus intéressant visuellement, plus agréable à vivre. Hein? Ce n'est pas juste du zonage qui ne sert à rien. Là. Il y a des objectifs à ça. Alors, si on fait un article 89 pour autoriser un projet, on vient dire, OK, tu peux skipper ça, on va mettre la densité, on va la passer à 4, arranger les hauteurs, on va te permettre de déroger à ceci, à cela. Mais toi, en contrepartie, tu vas faire ceci, cela. Et ça, c'est le bon sens élémentaire. C'est comme ça qu'on a pas mal toujours fait ça. J'en ai fait énormément, soit dit en passant, des règlements comme ça. Peut-être même la personne qui en a fait le plus depuis que ça existe, les 89. Mais peu importe, je sais qu'il y a Vous parlez des ententes de développement. Non, c'est une autre affaire. Tu peux avoir une entente de développement également pour les équipements collectifs, pour les infrastructures, par exemple, ou toutes sortes d'affaires. Non, je parle juste du règlement de 89, le règlement de plan d'ensemble. Je ne sais pas comment appeler ça. Ça n'a pas de nom, en fait. On dit 89 parce que c'est l'article de la charte qui permet de faire cette affaire-là. Mais cette affaire-là, évidemment, c'est très touché à rédiger. Parce que premièrement, on ne vient pas donner une autorisation à un promoteur ici. On vient accorder un zonage sur mesure à un site. C'est pas pareil. Là, si le règlement, il fait juste dire la densité maintenant c'est ça, la hauteur maintenant c'est ça, pouf, le reste c'est comme un chèque en blanc. Le promoteur qui est là, il est peut-être très bien puis très fiable, mais on ne peut pas être sûr à 100% que c'est lui qui va faire le projet. Peut-être que demain matin, il y a une crise économique comme en 1929. Personne ne veut venir, puis paf, tout tombe. Puis là, 5, 6, 7, 8 ans plus tard, il y a une banque qui arrive, puis elle veut faire le projet. Les avocats sortent, ils regardent le règlement, pouf, on a le droit de faire ça. Let's go, négocions. Puis là, ils font un truc au niveau architectural, c'est moins intéressant. Au niveau des retraits sur Bennett, moi, je suis venu, j'ai vu la présentation du projet. J'ai dit, ah, c'est cool, c'est un beau projet, c'est bien adapté, ils ont soigné beaucoup de faits. Les retraits d'alignement sur Bennett, ça devrait être des minimums, mais ils pourraient être plus grands. Tu sais? Donc, tu mets quelques affaires dans ton règlement comme ça. Tu viens mettre, par exemple, des données pour montrer l'architecture du projet, pour venir montrer la barre. Tu dis, la barre, elle est là. Ça veut dire, si jamais l'architecture, elle change, tu as ça comme élément de négociation, de dire, écoute, on avait convenu d'une architecture qui... Okay. C'est ça le principe. OK. Puis dans le projet de règlement actuel, bon, il y a des normes sur les marges de retrait, les hauteurs. Et là, quand je vous cite ici, là, vous, donc, si je comprends bien... J'ai pas vu... Y a-tu des normes? J'ai pas vu de normes. Bien, ce que moi, j'appelle des normes, non, c'est des contraintes. C'est des critères. Bon, c'est qu'il y a l'aspect... Ça a été abordé lors de la soirée questions-réponses où les citoyens s'inquiètent de ce qui se construira, puis ils se demandaient s'ils auraient un droit de regard sur ce que le promoteur éventuellement proposera, puis ce que l'arrondissement nous a répondu, c'est que ça serait adopté par les dispositions de plan d'implantation et d'intégration architecturale qui sont dans la... Ah, donc, c'est des critères et des objectifs, ce n'est pas du normatif. D'accord. Tandis que vous, ce que vous proposez, c'est que la Ville pourrait, pas ce que vous proposez, c'est ce que vous suggérez, la Ville pourrait, par exemple, intégrer, par exemple, au moins les volumétries, ou vous parlez même de certaines l'approche planches, en matière de matériaux, de revêtement et de traitement architectural. Donc, juste bien comprendre. Donc, d'ajouter ça dans le projet de règlement pour en faire des éléments contraignants.
C'est bien ça? Orientant. Orientant. Parce que moi, j'ai regardé le projet et j'ai trouvé que ces aspects-là du projet étaient fameux, étaient des aspects intelligents, bien pensés. Personne n'en a beaucoup parlé. Et pourtant, il y avait là quelque chose de très intéressant. Je me suis dit, mais pourquoi on n'attache pas ça? Ça, c'est le deal. Si tu fais un beau projet de même, mais tu t'engages à le faire, effectivement. Comme ça, tu sais. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. D'ailleurs, s'il ne va pas tout se faire d'un coup, j'ai compris, il va se faire en phase. En 8 ans, oui. Fait que, tu sais, l'architecture peut évoluer un peu, mais tu sais, des principes comme, par exemple, d'avoir une matérialité plus de maçonnerie qui donne sur la rue versus une hiérarchie, en fait, de la matérialité par bâtiment, ça, c'est brillant, parce que c'est comme ça que Montréal s'est construit, nos quartiers anciens. On a toujours le matériau le plus chic, il donne sur la rue, le plus riche, la pierre, puis sur les côtés, on va avoir de la brique, sur le côté de la ruelle, puis après ça, on va avoir de la tôle, puis, tu sais, il y a une hiérarchie. Ce qui vient vraiment parler de façade. Et puis ce projet-là, ben, il reprend bien cette idée-là, et ça, je trouvais génial. Mais je reprends vos termes, en faire des éléments orientants et non pas contraignants. Ben, tu peux pas, au niveau du traitement architectural, venir dire ça va être comme ça ne peut pas être autrement. Ben, d'autant plus qu'un 89, pour le modifier, il faut revenir ici puis déranger tout le monde. Mais je veux dire, quand tu mets des critères, tu mets les images avec, tu sais, pourquoi pas? Je veux dire, on a toujours fait ça, by the way, dans le passé, sauf dans des exceptions. C'est vrai que ça ne s'est pas fait dans le CHUM, il n'y a pas de plan comme ça. Il y a des volumes, je pense, très généraux. Dans ce qui est orientant, ce que vous souhaitez ajouter au projet de matériaux, je reprends vos termes, en matière de revêtement, de traitement architectural de matériaux, est-ce que vous voyez dans votre esprit d'autres aspects qui pourraient être ajoutés ou bien c'est vraiment une liste moi, ce fermée? qui m'a paru important comme condition, par contre, c'est le traitement par rapport à Bennett. Et j'ai clairement compris qu'on arrivait avec une solution qui achetait un peu la paix aussi, parce qu'il y a des voisins en face, mais aussi il y a l'échelle de la rue. Puis c'est vrai, Bennett, il faut faire un peu attention. Fait que, il y a des retraits qui sont là. Ben, pourquoi pas? Okay. Pourquoi c'est pas dans le règlement? C'est pas si majeur. Mais moi, en tout cas, moi, j'aurais pas hésité. OK. Merci beaucoup de l'éclairage. Bruno? C'est ça. Bonjour, monsieur. C'est que j'ai un petit dada qui est sur la densité. C'est-à-dire que dans ce projet-là, c'est-à-dire que moi, quand je prends la superficie du terrain et je regarde le nombre de logements, j'arrive à 500 logements à l'hectare. Oui. C'est quoi les attributs? C'est quoi les attributs qui doivent accompagner un projet de cette densité-là? Parce que le promoteur, lors de la soirée de questions-réponses, nous parlait d'un équivalent, c'était la rue du Lutte sur le plateau, qui avait une largeur de 10 à 12 mètres. Puis là, c'est-à-dire avec des bâtiments de 2 étages, puis même sur la rue du Lutte, des fois, il y en a qui n'ont seulement qu'un étage. Là. Puis là, bien, ici, on nous propose une allée des artistes qui a de 8 à 10 étages avec la même largeur. Je me demandais s'il n'y aurait pas pu y avoir une certaine sensibilité par rapport à ça. Moi, je pense que ça peut être très intéressant. Si vous vous promenez à Venise, dans des petites rues qui sont... Bien, je me suis promené dans Griffintown où j'ai mesuré moi-même des édifices où face à face de 10 étages qui ont des largeurs de 11 mètres et on n'est pas à Venise, là. Non, ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est que Venise, c'est très intéressant. Et c'est une question de proportion, largeur versus hauteur. Mais, je veux dire, Griffintown, les hauteurs sont plus élevées que ça, là. Mais évidemment, le petit passage qui est là, moi, ça me fait plus penser à quelque chose comme Venise. C'est un petit phénomène intérieur, c'est pas une rue. Pour ce qui est de la densité à l'hectare, c'est vraiment une notion statistique canne, là. La densité à l'hectare la plus élevée à Montréal que je connais, c'est dans le bout de métro, c'est dans le bout de Guy Concordia, là, tu sais, à l'ouest de Guy, là. Puis on parle de 180, 200 logements à l'hectare. C'est parce que les rues, les parcs, tout est mêlé là-dedans, là. Fait que c'est une... Quand on parle de logement à l'hectare, c'est de ça qu'on parle. Puis ce projet-là, il n'y a rien à voir avec les densités dont je parle, là, en termes de... C'est 12 de densité sur un terrain, là, je veux dire, c'est 12 fois la superficie du terrain, là, puis des logements, il y en a, je ne sais pas combien de centaines, là, empilés un par-dessus l'autre. Fait que
c'est une autre paire de manches. Ici, on parle d'une densité de 4 au total. Fait que si la petite rue, elle est étroite et serrée, moi, je pense que ça, c'est une question quasiment pas privée, parce que ça va être un espace qui va être ouvert au public. Mais ça a accès aux pompiers, ça a accès... Parce qu'il y a des bâtiments qui donnent sur cette allée-là. Oui, oui. Ça prend un accès pompier, ça prend un accès... Mais elle respecte le 11 mètres partout pour les pompiers? C'est-à-dire qu'on nous dit que dans cette rue, c'est de 11 à 12 mètres qui est proposé. Oui, OK. Mais non, mais moi, je pense pas que c'est un problème. C'est pas une vraie rue. Il faut pas que ça soit une vraie rue, d'ailleurs. Il faut pas faire compétition à la vraie rue. Je veux dire, c'est le fun d'avoir un truc comme ça à l'intérieur. Je dis pas, là. Moi, je suis pas un fan de ce genre d'affaires-là, mais pourquoi pas? Mais que ça ait un petit caractère intime puis un peu serré, c'est juste le fun. Je suis désolé de dire ça. La rue Meyer, est-ce que vous êtes allé la visiter, la mesurer, je veux dire? La rue Meyer, entre De Bleury et Saint-Alexandre, là, tu rentres là, puis c'est pas d'hier, d'ailleurs, ça fait longtemps, là. C'est vraiment, ça fait très New York. Mais ça, c'est une rue. Là, ici, on parle vraiment d'un petit... je sais pas, un petit espace particulier à l'intérieur. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est serré, mais les bâtiments, c'est pas tout construit tout partout. De temps en temps, il y a des bâtiments plus hauts, mais il y a des parties plus basses, d'un étage. Puis, fait que c'est assez varié, là. Je pense pas que c'est un problème, honnêtement. D'accord. C'est bon. Je vous remercie beaucoup. Non, merci. Ça va aller pour moi. Merci à vous. Alors, de l'entreprise Énergir, Mme Karina Buis-Taktuk, j'espère que je prononce bien votre nom, et Myriam Robichaud. Est-ce que je prononce bien votre nom? Oui, c'est bon. Buis, très bien. Évident. Merci. Tu peux regarder maintenant, avez-vous une présentation? Oui, on a une brève présentation. On va essayer de faire ça court. OK. Malheureusement, on ne pourra pas la voir. Oui, on la voit ici, nous. Ah oui, okay. Parfait. On a un écran ici. C'est excellent. Alors, vous connaissez les règles et on vous écoute. Je comprends bien, c'est vous qui allez principalement parler. Je vais débuter, puis Myriam va poursuivre. Donc, on va se partager la présentation si ça vous convient. Parfait. Je veux juste... Vous restez quand même avec le 10 minutes globalement, oui, pas un 10 minutes de plus. C'est bon. Si on est capable de faire plus court, on va faire plus court. Parfait, je vous remercie. Donc, l'idée, c'était de vous présenter aujourd'hui un peu le mémoire qui a été déposé. Donc, on s'est fait approcher comme quoi vous aviez de l'intérêt par rapport à ce qu'on avait déposé. Donc, évidemment, nous, c'est... ce genre de quartiers-là en requalification, ce sont des quartiers qu'on regarde activement chez Énergir. Puis peut-être pour situer un petit peu les gens à prime abord, donc Énergir, on s'est beaucoup développé au cours des dernières années. Donc, on est connu comme le principal distributeur gazier ici au Québec, ce qui est vrai. Mais maintenant, donc, on a beaucoup diversifié nos activités, si bien qu'aujourd'hui, on a plus de 9 milliards d'actifs, dont 50% sont hors gaz naturel, donc principalement concentrés dans les énergies renouvelables. Et c'est ce dont on vient vous parler aujourd'hui. Donc, c'est des nouveaux vecteurs de croissance qu'on développe parce que dans notre vision stratégique, on s'est doté comme objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 dans nos activités au Québec, mais également aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, Myriam et moi, on vous parle de cette volonté-là de diversifier nos activités, puis on croit foncièrement que ça passe par les quartiers requalifiés qui ont des missions, évidemment, où ils vont avoir une certaine mixité, une densification. Bon, il y en a qui parlent de densification douce, etc. On n'est pas là pour faire le débat. Nous, on est plutôt là pour dire, bien, dans ce type de quartier-là, où il y a différents usages, il y a une mixité intéressante, il y a un potentiel énergétique intéressant également. Donc, chez Énergir, on voit l'énergie de 3 façons. La première, c'est la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc, de rendre les projets efficaces. La deuxième énergie, puis c'est là où ça touche un peu le projet d'aujourd'hui, c'est de créer des boucles énergétiques
donc qui nous permettent de recycler l'énergie. Donc, la deuxième meilleure énergie, c'est celle qu'on peut recapter. Donc, par exemple, d'un usage qui génère de la chaleur qui est normalement libérée à l'atmosphère, on va pouvoir la réutiliser puis l'offrir comme source de chauffage, par exemple, à des citoyens qui se logent à proximité. Et finalement, donc, une fois qu'on a cette efficacité-là, qu'on a réussi à recycler l'énergie, ben, il faut intégrer de plus en plus des énergies renouvelables. Et les boucles, ça nous permet d'avoir une vision vraiment holistique de l'énergie parce que ça nous permet, avec le temps, d'intégrer des nouvelles sources d'intrants. Par exemple, on regarde des projets où parfois on peut réutiliser de la chaleur qui émane des égouts, etc. Donc, il y a plusieurs sources d'intrants d'une boucle et on regarde vraiment des boucles, donc 100% carboneutres pour ce projet-là spécifique. Donc, je vais laisser ma collègue parler un petit peu des bienfaits puis du projet plus spécifiquement. Merci, Karina. Donc, la première étape qu'on fait justement pour voir s'il y a un potentiel de boucle énergétique, c'est de qualifier l'opportunité par une étude de préfaisabilité. Puis très tôt, là, justement, avec le développeur immobilier du projet, il y a eu de l'intérêt, puis il y a eu une volonté de regarder le potentiel. Donc, les objectifs de performance environnementale, de donner accès aussi à une énergie verte aux résidents du futur quartier, ça faisait partie des priorités du développeur. Donc, on est venu regarder, là, en tant qu'énergéticien, la faisabilité technico-économique de tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que le projet là, se qualifiait. Tout de même assez de justesse, là, je tiens à le souligner. Donc, les critères de densité et mixité, c'est essentiel pour que l'infrastructure de centrale énergétique là, soit rentabilisée, parce qu'évidemment, ça exige un investissement supplémentaire pour pouvoir relier entre eux les bâtiments, pour investir davantage dans des technologies d'énergie renouvelable, comme la géothermie notamment. Donc, on est arrivé justement avec les ingénieurs du projet à créer une boucle énergétique là, qui fonctionne. Ça fait en sorte que la chaleur des commerces, de l'épicerie, de la pharmacie et de tout ce qui est en rez-de-chaussée va pouvoir servir à chauffer l'eau chaude domestique l'été, à chauffer les habitations aussi là, une bonne partie de l'année. Et donc, on est très fiers là, d'être arrivé à une solution qui fonctionne d'un point de vue technique et financier. Et le but, là, le point numéro 5, je le souligne, tarification concurrentielle, c'est vraiment la base du modèle d'affaires de la boucle énergétique. Donc, on ne veut pas que ça coûte plus cher que s'il n'y avait pas eu ces technologies-là innovantes là, qu'on vient installer. Et ça, c'est toujours très important là, pour le partenaire immobilier. Et on y arrive là, grâce aux subventions qui sont disponibles en ce moment au Québec. Là, il y a vraiment une volonté gouvernementale là, de financer les boucles énergétiques parce que la carboneutralité, elle est beaucoup plus rentable et facile à atteindre à l'échelle d'un quartier qu'à l'échelle d'un bâtiment. Donc voilà. Je vais passer rapidement pour ne pas vous endormir. Je sais qu'il est tard, là. Donc, l'idée, c'était juste de vous montrer un peu les morceaux là, qui seraient, si on veut, extraits un peu du complexe immobilier et qui appartiendraient à long terme, dans ce cas-ci, là, à Énergir. Là. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est très répandu en Amérique du Nord. Et ça fait en sorte qu'on a un partenaire énergéticien qui a une vision d'investissement à long terme, qui est là justement pour assurer le maintien de l'actif, le maintien des performances dans le temps. Et comme Karina l'a mentionné, c'est évolutif. Donc, s'il y a des nouvelles technologies, du solaire ou du stockage ou de l'énergie thermique qui est disponible dans le quartier, on peut le faire parce que tout est centralisé. Alors que si on y va avec une approche par bâtiment, on est gelé dans le temps un petit peu. Donc, on trouve que dans un contexte environnemental actuel, d'avoir cette résilience-là, c'est un gros plus pour le quartier. Donc, tout ce qui est centrale de production de chaud et de froid, distribution de l'énergie entre les bâtiments et mesurage aussi de l'énergie thermique qu'on va venir vendre de façon clé en main aux clientèles, ça va appartenir, si on veut, là, à la société de boucle énergétique qui va être créée pour le projet. Donc voilà. Là, il y a beaucoup de textes, là, donc je vous épargne les détails, mais en gros, le gros morceau de la centrale énergétique, là, c'est la géothermie. Donc, une bonne partie du chauffage et de la climatisation va venir des puits géothermiques qu'on va installer.
Donc ça fait en sorte justement qu'on a moins d'îlots de chaleur parce qu'on retourne la chaleur dans le sol en été et qu'on est très efficace là, sur le plan environnemental. Et tout le tuyau interbâtiment, vu que c'est dense, justement, ça fait en sorte qu'on peut venir connecter entre les bâtiments. Puis, bien évidemment, ça va prendre une planification en amont pour s'assurer, justement, que les infrastructures sont installées en temps et lieu. Mais la plupart des tuyaux vont être dans des stationnements souterrains là, du projet. Donc, là aussi, c'est assez simple à implanter. Puis au niveau des stations d'échange thermique, bien, c'est des petites salles mécaniques là, qui vont être dans les sous-sols des bâtiments. Donc l'avantage aussi, c'est que tout va être sur une seule toiture du quartier et les autres bâtiments vont être libres de mécanique sur les toits. Donc d'un point de vue architecture aussi, ça vient améliorer un petit peu là, au niveau de l'aspect visuel des toitures qui vont pouvoir être utilisées à d'autres fins. On le voyait un peu sur les images, là, les rendus d'architecture pour mettre des toits jardins ou des terrasses. Donc, il n'y aura pas de nuisance mécanique sur les toits. Donc, voilà, c'est la dernière diapo que vous voyez. On voulait conclure avec les bénéfices. Donc, quand on regarde un projet, il faut vraiment que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Donc, ici, on a fait ressortir là, les bénéfices qu'on voyait pour la ville et les citoyens. Carboneutralité, je pense qu'on l'a répété vraiment beaucoup, là, mais c'est vraiment une priorité dans le cadre du projet. On parle d'à peu près 1000 tonnes de GES par année qu'on viendrait éliminer grâce à la boucle énergétique. Donc, le reste, j'en ai déjà fait mention, là, mais bref, économie d'eau potable, meilleure qualité de l'air, moins d'îlots de chaleur, puis c'est vraiment un vecteur de croissance verte des projets comme ceux-là, et on espère que on va pouvoir poursuivre dans cette direction-là avec le développeur immobilier. Donc, ça faisait le tour de notre présentation. Peut-être juste un petit point, étant donné le volet aussi de logements sociaux et abordables qui est important parce que dans un système de boucle énergétique, ça permet d'offrir une énergie concurrentielle, donc souvent qui est un petit peu moins chère que l'électricité, donc qui vient aussi permettre aux personnes à faible revenu là, de pouvoir accéder à cette boucle-là, autant au niveau du chauffage qu'au niveau de la climatisation, parce que Myriam faisait mention là, de la notion de résilience. On sait qu'avec les années, on a de plus en plus de besoins de climatisation, donc à ce moment-là, il y a aussi ce volet-là que la boucle permet là, d'avoir accès à cette énergie-là pour l'ensemble, finalement, du quartier. Donc, merci. Merci. Juste une petite remarque. Est-ce que vous pouvez revenir à la diapo qui présente les critères? Oui. OK. On va la laisser là parce que je vais y revenir, mais juste vous signaler que le 4e qui est mentionné, carboneutralité, ne correspond pas, attendez un instant, les critères qui sont mentionnés dans votre mémoire. En fait, il y en a 4 dans votre mémoire. Ici, il y en a 3. Et la carboneutralité n'en est pas un. On parle plutôt d'ouverture à l'innovation. Alors, juste pour vous dire qu'il y a un petit manque de correspondance, là, mais... La confusion. Bien, allez-y. Puis dans le fond, là, la carboneutralité, c'est sûr que on a un apport en gaz naturel renouvelable pour la pointe énergétique hivernale, donc qui est considérée comme une énergie carboneutre. Donc, on l'a intégré, là, étant donné que c'était un peu l'introduction de la présentation, mais vous avez raison qu'il est possible que dans le mémoire, ça Alors, on va partir de votre diapo à ce moment-là. Bon, première question. Vous l'avez mentionné, et je vous cite, la carboneutralité est plus facile à atteindre à l'échelle d'un quartier que d'un seul bâtiment. Alors, ici, une situation un peu particulière. Ce n'est pas un quartier, c'est un îlot avec plusieurs bâtiments. Est-ce que je dois comprendre que cet îlot-là, qui n'est pas un quartier, va quand même générer un impact significatif au niveau du quartier? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit interpréter votre argumentation? Bien, comme je l'ai mentionné, on atteint de justesse là, les critères de densité-mixité. Donc, c'est sûr que l'îlot canoë, en soi, ça va générer des bénéfices au sein de l'îlot.
On a regardé, là, pendant l'étude de faisabilité détaillée avec les ingénieurs, la possibilité de se raccorder, entre autres, avec un centre de données qui n'était pas très loin pour aller capter leur chaleur. Il y a une école aussi à proximité qui aurait une belle compatibilité là, au niveau des charges. Mais à ce stade-ci, on les a considérés comme des améliorations potentielles dans le temps parce qu'il faut avoir un modèle d'affaires de base qui se tient. Mais le but, effectivement, ce serait d'aller faire des maillages avec le voisinage, là. Ça se fait beaucoup en Ontario, là. Les réseaux d'énergie urbains sont très développés à Toronto, mais de plus en plus même dans les régions moins denses un peu, là. Donc, on s'inspire de ce qui se fait en Ontario, justement, et plus on a de maillage avec le voisinage, plus la performance de la boucle est améliorée. Et ça fait en sorte, justement, qu'on s'assure de maintenir les coûts d'énergie bas pour les clientèles. OK. Un des critères, c'est l'ouverture à l'innovation. Et vous écrivez ici que le promoteur devrait être prêt à adapter ses pratiques de construction. Je vous cite. Ouais. En quoi ça consisterait, justement, que d'adapter les pratiques de construction pour répondre à vos critères? Parce que là, ici, on se situe un petit peu dans le futur, là, hein? Alors, on aimerait vous entendre là-dessus. Oui. Donc, il faut adapter les pratiques de construction parce qu'on devient partenaire, si on veut, d'une partie qu'on appelle l'infrastructure énergétique. Donc, c'est certain que... c'est toute la mécanique du bâtiment, dans le fond. Oui, c'est ça. Donc, Énergir, vu qu'on investit, puis ça va être nous, l'opérateur à long terme, on veut avoir notre mot à dire dans la conception, la construction aussi. Donc, on va veiller à faire un contrôle qualité, à s'assurer que tout va être bien mis en marche. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Mais il n'y a pas tant d'innovation technologique. Ce sont des systèmes de thermopompes et d'équipements qui sont assez bien éprouvés en contexte québécois. L'innovation est plus au niveau du modèle d'affaires, des ententes qu'il faut mettre en place, puis de la coordination entre les professionnels. De toute façon, dans ce genre de projet-là, c'est quand même, on a des édifices de 6 à 10 étages. C'est-à-dire il y a déjà de la mécanique de bâtiment aujourd'hui. Donc, c'est un nouveau modèle de mécanique de bâtiment, mais c'est pas, pour le promoteur, c'est pas quelque chose c'est comme s'il n'y en avait pas avant, puis là, maintenant, on en met. Il y en avait déjà. Donc, c'est un autre. C'est comme si, au lieu d'acheter le modèle A, on achète le modèle B. OK. Ouais, effectivement. Mais au plan technologique, c'est pas... On a vu, il y a un citoyen qui nous a parlé que dans Angus, il a été obligé de faire du dynamitage. Est-ce que c'est quelque chose qui va être envisagé aussi dans votre projet? Le dynamitage dans Angus, je n'ai pas le détail de c'était pourquoi. Là, mais nous, c'est un citoyen qui nous a dit ça, de ne pas vérifier. Oui, dans un des mémoires. Parce que le plus grand aspect là, qui va impacter un peu l'aspect géologique, là, si on veut, ce sont les forages géothermiques. Donc, le test n'étant pas encore fait, là, c'est difficile de voir c'est quoi exactement la profondeur du roc et tout ça, là, mais c'est sûr qu'il va y avoir des forages géothermiques qui vont, pendant quelques semaines, là, venir faire du bruit dans le voisinage, mais on ne parle pas de dynamitage ici, là. C'est vraiment un forage assez classique, là. Sur le territoire montréalais, Grand Montréalais, est-ce qu'il y a des exemples de boucles énergétiques? Angus en est un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Récemment, il y a l'espace Montmorency, qui est à peu près à l'échelle de Canoë, là, qui est un îlot à Laval qui vient d'être mis en opération. Sinon, il y a aussi le projet Zibi, qui est pas à Montréal, mais qui est à la frontière entre Ottawa et Gatineau, qui est un super beau projet de boucle énergétique. Là, vous l'appelez comment? Zibi, Z-I-B-I. OK. Donc, il y a ce projet-là. Sinon, on entend là, de la part de la Ville de Montréal qu'il y a un groupe qui se penche sur, justement, favoriser là, les boucles énergétiques dans les critères, dans les quartiers où il y a les critères de densité et de mixité. Donc, il y en a plein à l'étude aussi là, de ce qu'on entend là, sur le territoire de l'île de Montréal. Puis sinon, si on regarde Toronto et l'Ontario en général, il y en a à peu près 30 fois plus que nous, là. Donc, on affiche un retard important au Québec là, par rapport à ces réseaux-là.
OK. Et ces projets-là que vous avez mentionnés, on parle plus de quartier à ce moment-là? Peut-être, si je peux me permettre sur ce point-là, de rebondir sur votre toute première question qui avait trait au quartier. Vous parliez d'un îlot. Bon, c'est vrai, puis je pense que Myriam y a répondu aussi, mais la possibilité, une fois que la boucle est construite pour des usages qui vont s'installer dans les années futures à proximité, est une occasion aussi pour l'arrondissement et la ville de faire valoir la plus-value de la boucle puis d'aller la développer. Fait que je pense que ça fait un petit peu de pont sur ce que Myriam disait. Quand vous avez mentionné l'école. Exactement. Puis c'est pour ça que on le voit vraiment à l'échelle du quartier, parce que oui, on commence avec une empreinte qui est ciblée peut-être dans un îlot, mais avec les années, on tend à pouvoir étendre ce réseau-là. Vous voyez, comme à Montréal, nous, on détient la centrale de chaleur et climatisation urbaine qui est située au centre-ville de Montréal. Donc, on chauffe en vapeur et en eau chaude le tiers du centre-ville de Montréal. À l'époque, c'était au charbon, au mazout, au gaz naturel. Là, on s'en va à l'électricité, on s'en va utiliser... En tout cas, on fait des études de potentiel énergétique pour aller capter de la chaleur des égouts qui émanent de la ville. Donc, il y a beaucoup de projets à l'étude pour notre centrale pour la décarboner. C'est un vieux modèle là, de boucle, mais il reste que c'est des modèles qui sont très efficaces. Et aujourd'hui, ça nous permet d'aller desservir l'ETS avec le plus gros centre de données au Québec qui est situé à l'ETS pour le gouvernement du Québec. Donc, les boucles énergétiques, c'est pour ça qu'on les pense en termes de quartier, parce que oui, au départ, elles ont un territoire qui peut être circonscrit, mais après ça, donc, on peut aller desservir d'autres usages dans le quartier, là, à partir même de la boucle, puis aller chercher d'autres intrants d'énergie renouvelable aussi. On parlait tout à l'heure d'autres potentiels. Quand c'est à proximité du fleuve, bien, le fleuve refroidit. Donc, c'est toutes des choses qui vont être amenées aussi dans les prochaines années à faire évoluer aussi le modèle de boucle. Merci. Moi, j'avais une question à laquelle vous avez répondu, mais je veux juste la confirmer. Ça concernait... Quand on installe une boucle énergétique comme ça, l'efficacité, c'est à court, moyen ou long terme? Bien, c'est sûr que vu qu'il y a un phasage dans le projet, la première phase va être un peu moins performante, puis on installe plus de capacité que ce qu'on a besoin pour desservir les bâtiments. Donc, je dirais que c'est à court, moyen terme parce que les systèmes sont quand même modulaires aussi, là, donc ça fait en sorte que dès le départ, c'est quand même performant. Là. Puis l'autre question, vous avez répondu. Moi, ce qui me préoccupait, c'est le logement social. C'était quoi l'impact sur le coût de construction du logement social, le fait qu'on installerait, disons, une boucle énergétique, c'est-à-dire que vous avez... Je pense que vous m'avez donné une bonne nouvelle quand vous avez déjà... C'est-à-dire qu'éventuellement, les gens auraient une économie d'énergie, parce que quand même, si c'est une coopérative... Il n'y a pas de surcoût à la construction. C'est à la coop, c'est pas au gouvernement, donc c'est comme une entité distincte. Donc, il y aura une économie pour eux à moyen terme. En fait, l'idée, c'est de générer une petite économie sur le tarif à long terme pour eux. Puis, dans la tarification, ça permet de rembourser. Vu que, dans le fond, on paye vraiment peu en combustible pour alimenter les systèmes de la boucle, toute cette performance-là, justement, sert à rentabiliser l'infrastructure dans le temps. Donc, en CAPEX, là, à la construction, il n'y a pas vraiment de surcoût, là, ou très peu. Là. C'est les aides financières qui aident vraiment aussi à absorber les surcoûts. Là. Mais l'enjeu avec la coop, c'est que pour des raisons administratives, c'est très compliqué de les raccorder. Donc, ça nous attriste beaucoup parce que ça veut dire que, justement, ça a un impact à la hausse sur les tarifs d'énergie. C'est dommage pour les gens de la coop qui n'auront pas accès à ce beau système de quartier qui aurait pu leur offrir de la climatisation et une plus grande résilience énergétique. Donc ça nous attriste beaucoup parce qu'on a révisé les chiffres en enlevant du programme la coop, malheureusement, là, pour des raisons administratives. Donc, c'est quoi? C'est les normes gouvernementales qui empêchent? Je ne veux pas m'avancer avec une réponse. Là, je n'ai pas les détails, mais je sais que du côté du promoteur, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir la coop dans la boucle, mais je ne sais pas si je comprends bien, dans l'état actuel du dossier, la coopérative ne serait pas en mesure de profiter de l'impact économique et de tous les bénéfices. Et de tous les bénéfices de la boucle énergétique. Oui.
OK. Et il y a des obstacles administratifs. Oui, exact. OK. Bien, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Alors, ça fait le tour des personnes qui s'étaient inscrites pour participer à cette audition. Comme je l'ai mentionné en début de séance, nous avons sur place les représentants du promoteur et de l'arrondissement qui peuvent, au besoin, nous faire part de rectifications qu'ils souhaitent apporter à des propos qui auraient été prononcés lors des interventions. Évidemment, des rectifications de nature factuelle, on s'entend bien. Alors, je m'adresserai aux représentants du promoteur. Si vous pouvez juste vous identifier et est-ce que vous désirez vous prévaloir de votre droit de rectification? Oui, donc Catherine Juteau, Rachel Julien, directrice développement immobilier, puis on n'a pas de rectification à apporter des interventions. Merci. Je m'adresse maintenant aux représentants de l'arrondissement Maisonneuve-Hochelaga-Mercier. Est-ce que ce représentant est sur place? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. OK. François Millot, je suis conseiller en aménagement à l'arrondissement. Oui. Vous avez parlé de densité de logements à l'hectare et avancé le chiffre de 500 logements à l'hectare. Là, plus spécifiquement, moi, le chiffre que j'ai, c'est 455 logements à l'hectare. Mais là, on parle de densité nette, c'est-à-dire sur le terrain à partir du site d'origine, moins la partie de 2200 mètres qui va être cédée en parc. Si on ajoute cette partie-là, on est plus à une densité de 412 logements à l'hectare. Puis là, on compte seulement le parc, on ne compte pas les rues. Donc, en comptant les rues, parce que quand on parle de densité de logements à l'hectare, on parle plus généralement et plus souvent de densité brute, en incluant les rues et les espaces publics. Donc, en incluant rues et espaces publics, on tournerait plus à une densité de 400, 390, 400. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est pris en note. Merci de votre intervention. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance d'information. Thank you for your participation. Je vous rappelle que la période d'audition pour ce projet est terminée et au cours des prochaines semaines, mon collègue commissaire et moi-même, nous allons nous retirer pour réfléchir, analyser et formuler des recommandations. Et je vous rappelle que ces recommandations seront évidemment éventuellement faites au conseil municipal de la Ville de Montréal et que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. Alors, en vous remerciant de votre participation, bon retour à la maison. Un peu désolé que la salle ait été en surchauffe, c'est jamais très confortable, mais on fait des efforts pour améliorer les endroits choisis pour nos consultations. Alors, merci, à la prochaine peut-être.